4 corps, aucun témoin, aucun mobile clair. C'est devenu l'un des crimes les plus troublants de l'histoire d'Austin. 4 adolescentes tuées dans une boutique de yaourt. Une ville paralysée par la peur et une affaire ensevelie sous des décennies de confusion. Les enquêteurs ont suivi des pistes sans issue, détruit des vies, et ont failli perdre la vérité à jamais. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons comment les meurtres du magasin de yaourt ont été résolus. Peu avant minuit, le vendredi 6 décembre 1991, le policier Troy Gay patrouillait au nord d'Austin lorsqu'il a vu de la fumée sortir du magasin. Je n'arrive pas à croire que c'est du yaourt. En s'approchant, il a entendu des claquements. L'arrière du magasin brûlait. Pendant que les pompiers combattaient l'incendie, la police recherchait les employés censés avoir fermé pour la nuit. Le sergent John Jones, enquêteur au service de police d'Austin et membre de l'unité des homicides, fut parmi les premiers sur place. Ce soir-là, il collaborait avec des journalistes locaux sur leur documentaire sur les meurtres au Texas, à leur arrivée sur le parking du magasin de yaourt. Leurs caméras filmèrent déjà des images destinées à être utilisées au tribunal. Lorsque les responsables publics sont entrés dans le magasin, l'expression d'horreur sur leur visage disait tout. À l'intérieur, il y avait 4 corps, toutes des filles. Il était immédiatement évident que quelque chose n'allait pas du tout. Chacune avait été déshabillée et abattue d'une balle dans la tête, de manière exécutive. Étrangement, 2 des corps étaient empilés l'un sur l'autre, un 3e gisait à côté d'eux. La 4e, allongée près de là, semblait avoir tenté de fuir avant d'être tuée. Au début, les enquêteurs pensèrent que l'incendie avait débuté sur les étagères, puis s'était propagé, brûlant les corps des filles. Un gros problème pour les enquêteurs médico-légaux était que la scène de crime avait été inondée par les pompiers, avec leurs puissants tuyaux. La force de l'eau a sans doute déplacé les corps, voire pire. La scène de crime brûlée, détrempée et couverte de suie compliquait l'extraction de preuves médico-légales, comme empreintes, balistiques ou acide désoxyribonucléique. En tentant d'éteindre l'incendie, ils ont involontairement aidé le meurtrier. Les 4 filles ont été retrouvées à l'arrière de la boutique. L'avant, où des chaises étaient empilées sur les tables et des banquettes longeaient les murs, était intact, épargné par l'incendie. Derrière le comptoir se trouvaient les machines à yaourt, et juste derrière elles se trouvait l'entrée menant à l'arrière, donnant sur un petit espace de travail et une chambre froide. Les toilettes où la fille rampante a été retrouvée étaient proches. Les 3 autres étaient près de la porte arrière, à côté du bureau et du coffre-fort. La porte, qui, chose importante, n'était pas verrouillée, menait à une ruelle. Les enquêteurs pensèrent que le meurtrier avait fui par là après avoir déclenché l'incendie. Parmi les victimes figuraient Elisa Thomas et Jennifer Harbison, 17 ans qui travaillaient ce soir-là dans le magasin de yaourt, Elisa étant responsable. Les 2 autres étaient Sarah, sœur de Jennifer, 15 ans, et Amy Ayers, 13 ans. Les détectives ont vite appris qu'Amy comptait dormir chez Sarah. Et les 2 filles étaient allées au centre commercial North Cross, un centre commercial à proximité, puis étaient allées voir Jennifer, qui devait les ramener chez elle ce soir-là. D'habitude, les 4 filles ne se seraient pas toutes réunies dans la boutique. Le tueur pouvait savoir que 2 d'entre elles travailleraient, mais il ignorait que les 4 seraient les présentes. La routine habituelle de fermeture des filles était de verrouiller la porte d'entrée de l'intérieur, en laissant la clé dans la serrure pour ne pas l'oublier. Ensuite, elles empilaient les chaises, débarrassaient les tables, comptèrent la recette, mettaient de l'argent au coffre, puis nettoyaient. Une fois fini, elles sortaient, fermèrent la porte à clé, mettaient la clé sous enveloppe et la glissaient sous la porte. À l'examen des lieux, la clé était encore dans la serrure à l'intérieur. Les filles n'avaient accompli qu'une partie de leur routine lorsqu'elles ont été attaquées. Il y avait de l'eau dans l'évier, et un seau à moitié plein sur le sol, comme si elles étaient en plein ménage. Il a peut-être pénétré par la porte de derrière pendant qu'elles faisaient encore le ménage, ou il était peut-être déjà à l'intérieur avant la fermeture, quelqu'un qu'elles avaient laissé rester. Laquelle des 2 options était la bonne? Cette question serait très importante. Le corps d'Amy a été retrouvé dans la zone de préparation en face des toilettes. L'autopsie a révélé qu'elle avait une ecchymose sur la lèvre. Retrouvée avec un tissu au cou, elle n'est pas morte étranglée. Elle avait été déshabillée et tuée de 2 balles dans la tête. La balle qui était entrée par le haut du côté gauche de sa tête était de 22, mais ce n'était pas le tir fatal. La blessure mortelle était derrière l'oreille, causée par une balle de calibre 0,380. 2 armes utilisées sur la même victime. Alors s'agissait-il de 2 auteurs ou d'un seul tueur avec 2 armes? Les autres filles ont été retrouvées dans la zone de stockage sous les décombres après l'incendie. Le corps d'Elisa était empilé sur celui de Sarah. Celui de Jennifer se trouvait à leur droite. Elles étaient plus gravement brûlées qu'Amy, surtout Jennifer, ce qui a éclairé la propagation de l'incendie. Elisa avait un bâillon et les mains liées avec son soutien-gorge. Sarah avait aussi un bâillon, ses mains attachées avec sa culotte. Jennifer aussi avait été ligotée, bien que ces liens n'aient jamais été retrouvés.
Elle avait été étranglée, et comme les deux autres dans la zone de stockage, abattue d'une balle dans la nuque avec un calibre 22. C'était l'une des scènes de meurtre les plus atroces et inhabituelles jamais vues par les enquêteurs. C'était les 4 filles, qui n'avaient pas d'ennemis évidents, juste des enfants issus de familles aimantes. La police suppose que l'attaque était à motif sexuel et que le meurtrier voulait éliminer tout témoin. Mais ensuite, ils ont eu une piste, une histoire presque incroyable. Le 14 décembre, les détectives ont interrogé 2 adolescents, Maurice Pierce, 16 ans, et Forrest Wellborn, 15 ans. Maurice a été arrêté au centre commercial North Cross, à 2 pâtés de maison du magasin de yaourt, avec un revolver 22 chargé et des balles en poche. Le 15 décembre, la police a interrogé Michael Scott, Dick 7 ans et son ami Robert Springsteen, proche des autres garçons. Dans une déclaration, Maurice a déclaré à la police qu'après l'école, il était allé chez lui avec Forrest, qui a dit « Prenons le pistolet ». Ils sont allés au centre commercial, laissant l'arme dans la boîte à gants. Plus tard, vers 22h45, Maurice est allé aux toilettes. Quand il est revenu, Forrest n'était plus là, a dit Maurice. Il a attendu dans la voiture. Quand Forrest est revenu, il lui a donné l'arme et a dit « J'ai fait quelque chose ». Maurice a seulement remarqué qu'il sentait fort la laque pour cheveux. Quand la police a demandé si Forrest avait été avec quelqu'un pendant son absence, Maurice a répondu oui. Robert Springsteen et Michael Scott. Maurice raconte que la nuit suivante, ils étaient seuls chez lui. Pourquoi Forrest a-t-il voulu réemprunter le pistolet ? Maurice a demandé pareil. Hier soir, j'ai fait comme Forrest. Aller tuer des filles. Les détectives voulaient cet aveu directement de Forrest. Ils ont équipé Maurice d'un micro et l'ont envoyé rencontrer son ami pendant qu'ils écoutaient depuis une camionnette à proximité. Maurice, il a demandé « Tu étais sérieux quand tu as dit avoir tué ces filles ?» Forrest a répondu non. Il plaisantait avec Maurice. Pressé, Forrest a reconnu l'avoir dit mais a insisté qu'il plaisantait. Il a ajouté « Comment aurais-je pu faire ça ? J'étais avec toi toute la nuit. Ce n'était pas suffisant pour l'inculper, mais les détectives ont voulu interroger Forrest eux-mêmes. Il passait pour le plus faible des deux. Très loyal envers Maurice, désireux de plaire, mais peu brillant. Un enquêteur a dit plus tard qu'il ne pouvait même pas organiser un défilé de 2 voitures. Avec du recul, seul Forrest avait un foyer stable parmi les 4 garçons. La plupart des gens le connaissaient comme un gars adorable, mais il était sous l'influence de Maurice, qui selon ceux qui le connaissaient, n'avait aucune boussole morale à cette époque. Forrest a nié avoir tué les filles. Il a reconnu des actes répréhensibles, expliquant que le lendemain des meurtres, lui et 3 autres garçons ont volé un Nissan Pathfinder et sont partis à San Antonio, à 130 km de Coquitlam. Il était évident que ces gamins n'étaient pas des cerveaux du crime, ils donnaient l'impression d'être une bande de bons à rien, décrits comme des fainéants qui prenaient du lysergique acide diéthylamide et partaient en trip. Sauf Forrest. Tous avaient eu une enfance difficile. Volaient des voitures, prenaient de la drogue, mais agressions sexuelles et quadruples meurtres. Cela ne semblait pas probable, mais pour l'inspecteur Hector Polanco, ça l'était. Polanco était connu comme un interrogateur dur, un flic qui attrapait toujours son homme. Il avait résolu tous les homicides sur lesquels il avait travaillé et avait obtenu les aveux de Maurice. Mais il l'a obtenu à 5h du matin, après de nombreuses heures, à lui jeter au visage des photos effrayantes des filles mortes, alors qu'il n'avait que 16 ans. Après plusieurs interrogatoires, dont ceux avec les 2 autres garçons, les détectives ont admis que Maurice avait menti. Il avait sans doute tenté d'échapper à son accusation de port d'armes en inventant une histoire choquante sur ses camarades. Le sergent Jones a dit plus tard « Si Polanco n'a pas réussi à faire avouer ces gamins, alors ils doivent être innocents. » Il ne croyait pas que ces adolescents maigres aient pu commettre un crime aussi horrible. Ils ont donc relâché les garçons. Mais selon les profileurs, ils sont restés suspects, car correspondaient parfaitement au profil. On a émis l'hypothèse que les auteurs étaient des hommes blancs, âgés de l'adolescence à la mi-vingtaine, avec des emplois peu rémunérés ou sans emploi. Face à un dominant pouvant manipuler un plus faible, le public devait appeler une ligne d'information en cas de soupçon. Elle a presque toujours sonné ces premières semaines. Une récompense de 25 000 puis 100 000 a été offerte. Des affiches avec les visages des filles ont envahi Austin, tandis que leurs proches lancèrent des appels en larmes à la télévision. Il y a eu des veillées aux chandelles dans les rues. Des célébrités locales ont même composé une chanson, nous n'oublierons pas, avec les familles en chœur. La police et la ville d'Austin étaient sous forte pression pour élucider le pire crime de leur histoire récente. Les détectives n'ont reparlé de la piste Pierce qu'en 1998. Ils avaient environ 2000 pistes, beaucoup d'indices, mais ils se sont concentrés sur les garçons. En février, le détective Paul Johnson d'Austin a contacté Michael Scott, alors âgé de 24 ans, marié et vivant à Austin. Il a dit à Johnson qu'il était innocent, qu'il ne savait rien des meurtres de septembre 1999,
Toujours persuadé de la culpabilité des 4 jeunes, Johnson a chargé le sergent Ronald Lara du suivi. Ce n'était pas un crime que Johnson pouvait laisser tomber. Les familles se battaient toujours pour la justice, demandant constamment des nouvelles. Lara a appelé Michael, puis ils se sont vus le 9 septembre dans une salle d'interrogatoire. En visioconférence avec Michael, ils espéraient une dernière déclaration. Michael s'est resté sur sa version selon laquelle tous les garçons étaient innocents. Mais Lara a ensuite déclaré qu'il était trompeur. Il nous cachait des choses, alors ils ont mis un peu de pression. Ils l'ont un peu pressé pour voir si quelque chose allait sortir. Un détective après l'autre, y compris Polanco, le maître interrogateur, s'est essayé, puis après plusieurs heures, il a avoué. Il leur a dit que, le jour des meurtres, lui et ses 3 amis étaient allés au magasin de yaourt pour voler la recette. Ils ont tué les filles avec le 22, incendié les lieux, puis fui en voiture. Il a été réinterrogé les 10 et 12. Ils l'ont accompagné en voiture. Ils essayaient de trouver un pont où Michael leur avait dit que les garçons s'étaient cachés après les meurtres. Mais étrangement, ils ne l'ont pas trouvé. Le 14 septembre, Michael a remis une déclaration de 8 pages, utilisée plus tard au tribunal avec les 18 heures d'entretien. Michael a déclaré qu'avec ses 3 amis, ils étaient dans la zone de restauration du centre commercial ce soir-là, et qu'ils étaient sans argent. Cela a amené Maurice à proposer de cambrioler un magasin, et il a dit qu'il le ferait lui-même si les autres le soutenaient. Après avoir roulé un moment, ils ont choisi le magasin de yaourt comme cible, garé la voiture, et sont entrés. Maurice a passé une commande, et 2 garçons, prétextant aller aux toilettes, ont entrouvert la porte arrière. Ils ont quitté le magasin, sont retournés au centre commercial, ont attendu la fermeture, puis sont revenus. Maurice portait le 22, et Robert Springsteen était armé du 308, tandis que Forrest Walburn faisait le guet. Les 3 autres sont passés par la porte arrière restée ouverte. Michael a dit au détective qu'il ne pensait pas que les filles seraient encore là. L'objectif était de pénétrer discrètement, et de partir avec l'argent. Mais la caisse était déjà vide. C'était déjà tombé, et l'accès était impossible. Une fille a dit que quelqu'un avait été giflé, mais Michael n'a pas dit par qui. Il a dit au détective qu'à son arrivée à l'arrière de la boutique, certaines filles étaient déjà dévêtues. Les garçons les ont attachées avec des t-shirts et soutiens-gorge, elles ont pleuré. Michael a ensuite dit qu'il était devant la boutique quand il a entendu quelqu'un crier « Où est-ce l'argent ?» Puis un coup de feu. Il a couru à l'arrière. Une fille morte, Maurice armé exigeant l'argent, un autre tir, une deuxième fille tuée. À ce moment, Michael a dit que Robert agressait une fille et devenait frustré. Il a tendu le pistolet à Michael en disant « Finis là, ou tu seras le prochain ». Voilà ce que Michael a dit aux enquêteurs. Il a refusé. Alors Robert a tiré sur la fille. Pour Michael, les principaux responsables étaient Robert Springsteen et Maurice Pierce. Forrest, attendant dehors sans savoir, a dit qu'Amy avait été la dernière à mourir. Michael a refusé de la tuer malgré l'ordre reçu. Alors Robert l'a fait. Ensuite, Michael a dû brûler l'endroit. Il a obéi, empilant 2 filles, ramassant serviettes et nappes, puis aspergeant le tout de liquide inflammable avant d'y mettre le feu. Fait notable, Michael est censé avoir raconté tout cela aux enquêteurs sans connaître les détails précis du crime, comme la disposition des corps. Il a déclaré que ces détails n'avaient pas été rendus publics. Ils sont partis en voiture et se sont arrêtés sous un pont où il a vomi et jeté un couteau qu'il avait pris dans le magasin. Ce week-end-là, ils ont volé un SUV, le Pathfinder, et sont partis à San Antonio, où Michael devait retrouver une fille pauvre du camp d'été. Une semaine plus tard, Michael a dit que Robert l'avait informé que Maurice avait été arrêté avec le 22, tandis que Michael avait toujours le 308. Il a pris l'arme et l'a enterrée dans un ruisseau près d'un complexe d'appartements. 1 an plus tard, il l'a déterrée et donnée à un ami pour s'en débarrasser. Elle n'a jamais été retrouvée. Les détectives travaillèrent donc sur une explication détaillée de la nuit du crime. Ils devaient maintenant parler aux autres garçons. Ils avaient déjà une déclaration de Maurice datant de 8 ans, et Forrest serait resté dans la voiture, ayant déposé Robert. Il vivait en Virginie occidentale, alors les détectives ont pris l'avion pour l'interviewer pendant 5 heures d'affilée en vidéo. Robert a avoué. Il a aussi mentionné avoir mis un paquet de cigarettes pliées et une pierre dans la porte arrière pour la garder ouverte. Il a reconnu avoir agressé les filles et montré comment Amy était allongée quand il lui a tiré une balle dans la tête, ce qui correspondait à la position dans laquelle la police l'avait trouvée, alors qu'elle tentait de s'échapper. Ensuite, il y avait les autres témoignages qui pourraient corroborer ce que les 2 garçons avaient dit vers 22h le soir des meurtres. Darrell Croft, propriétaire d'une société de sécurité privée, était garé devant le magasin de yaourt. À l'intérieur, quelqu'un lui a demandé s'il était policier, a demandé les toilettes, puis n'est jamais revenu. Croft, client régulier, est resté 20 minutes. Maria, la mère d'Elisa Thomas, a confirmé l'histoire de Croft,
précisant que l'homme était accompagné de quelqu'un d'autre. Lucilla Jones a vu 2 adolescents dans la boutique, dont l'un manipulait un sac bruyant qui l'a effrayé. Elle a dit que la photo de Maurice Pierce ressemblait le plus à l'un d'eux, sans pouvoir l'identifier formellement, et n'a pas reconnu Michael ni Robert. Ensuite, le directeur de la concession Nissan a signalé le vol d'un Pathfinder. Ce week-end-là, Meredith Skipper, rencontré par Michael au camp d'été, a déclaré qu'il lui avait rendu visite près de San Antonio avec 3 amis. Sarah Adair, 13 ans, est arrivée en SUV et a témoigné que sa sœur Amanda et elle connaissèrent les 4 garçons. Elle a dit qu'après les meurtres, la police l'avait interrogée à l'école. Puis Michael était venu chez elle demander ce qu'elle avait dit. Il avait l'air ébouriffé, a-t-elle dit. Et elle l'a vu plus tard avec un revolver noir et un petit pistolet argenté. Cela commençait maintenant à ressembler à une affaire gagnée d'avance, mais il y avait encore plus. Amanda Statham a dit qu'elle avait rendu visite à Michael peu après les meurtres, et l'a entendu dire à Forrest de garder le silence. Quand elle a demandé pourquoi la police l'interrogeait, Michael a dit qu'ils avaient tiré sur les filles. Elle l'a dit à sa mère, qui a réagi en disant que Michael voulait juste se donner un genre. Chandra Morgan, 13 ans, a déclaré avoir vu les 4 garçons au centre commercial North Cross la nuit des meurtres. Elle a dit qu'ils avaient pris du lysergique acide diéthylamide, étaient installés à la boutique de yaourt, puis revenus au centre commercial. Plus tard, elle a revu le groupe dans une voiture près du centre commercial alors qu'un camion de pompiers fonçait vers la boutique de yaourt. Quand elle en a parlé, les garçons sont restés silencieux. Elle a vu une arme à feu à la ceinture de Scott. Johnny Holder a affirmé avoir vendu un revolver calibre 22 à Maurice en novembre 1991 sans jamais être payé. Il a vu Michael et Robert au centre commercial la nuit des meurtres et a reconnu le même pistolet lors de l'arrestation de Maurice quelques jours après, lorsqu'il a été incarcéré en prison en 1999. Michael a été interrogé pour savoir s'il avait déjà envisagé sérieusement de se faire du mal. Il a répondu le 6 décembre 1991, ce qui l'a rendu encore plus suspect. L'affaire semblait bouclée, puis ne l'était plus. Michael et Robert sont revenus sur leurs déclarations, affirmant avoir été forcés à de faux aveux. La défense de Michael a soutenu que sa confession avait été obtenue sous contrainte par des policiers voulant résoudre un crime qui avait indigné la nation. Les avocats ont contre-interrogé les détectives pour révéler leurs méthodes suggestives et des contradictions majeures entre les déclarations de Michael et les preuves matérielles de la scène du crime. Les détectives étaient allés encore plus loin que d'habitude et avaient dit aux hommes que parfois, les souvenirs se bloquent et qu'avec un peu d'effort, ils pouvaient les débloquer. Les 2 hommes ont été hypnotisés. Pratique rare. Le psychologue Dr Robert Schomer, expert en mémoire, a affirmé que la mémoire humaine est reconstructive. Ce n'est pas un magnétoscope. Schomer a affirmé qu'il était contraire à l'éthique de dire à Michael Scott que ses souvenirs pouvaient être débloqués, car cela risquait de créer de faux souvenirs. Il a aussi critiqué la police pour l'usage de la visualisation, disant que cette méthode mêle souvenirs réels et détails imaginés, pouvant créer de fausses informations. Et puis il y avait le super flic Hector Polanco, qui était bien connu pour ses interrogatoires coercitifs. En 1988, il a obtenu les aveux de Christopher Ochoa et Richard Danziger, accusés de meurtre. Malgré des preuves faibles, ils ont été condamnés à perpétuité puis innocentés en 2002. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que cela a été connu. Sa méthode d'interrogatoire était déjà tristement célèbre. Il a tenté la même méthode avec Maurice adulte. Après avoir nié toute implication sous interrogatoire, le détective a abandonné et s'est attaqué aux plus faibles. Et un fait très important est que l'équipe de balistique n'a jamais pu faire correspondre le calibre 22 de Maurice avec l'arme qui avait tué les filles. Les avocats ont qualifié les interrogatoires de torture psychologique, affirmant que les détectives menaçaient, fournissaient des infos et épuisaient les hommes jusqu'à ce qu'ils cèdent, ou subir encore plus d'interrogatoires brutaux. Pendant des heures d'interrogatoires filmés, l'histoire de Michael changeait constamment selon les informations données par les détectives. Il a fourni des versions contradictoires sur l'agencement du magasin, les vêtements de la victime et la façon dont elle a été tuée, évoquant strangulation, coups de couteau ou de feu. Son récit n'a jamais clairement identifié qui avait tiré les coups de feu ni quelle arme avait été utilisée. À un moment donné, un officier a introduit un détail clé, demandant si une des filles avait été abattue non pas une fois, mais 2 fois, ce à quoi Michael a acquiescé. Cela montrait qu'on lui avait imposé ce détail crucial. Pendant des heures, Robert niait toute implication ou être allé près du magasin. Ce n'est qu'après de nombreuses questions et mensonges, comme quand le détective a évoqué le calibre 22 qu'il a changé sa version. Dans une autre pièce, Michael a également fini par dire les mots « Je l'ai tué ». Les 2 hommes avaient avoué, mais leurs déclarations ne concordaient pas toujours.
Les 4 ont été placés en détention. Même Forrest, vu en larmes et menotté à la télévision. La famille, encore furieuse et traumatisée, sentait enfin que justice était faite. Mais le dossier contre Forrest était insuffisant. Ils ont dû le relâcher. Il refusait d'admettre qu'un ami avait participé à ces meurtres cette nuit-là. Le problème pour l'accusation, c'est qu'il n'avait que des aveux accompagnés de témoignages. Il n'y avait aucune preuve matérielle liant les garçons à la scène du crime, rien du tout. Pourtant, ces garçons savaient donc des choses qu'ils n'auraient pas pu savoir s'ils n'avaient pas été sur les lieux du crime. Michael avait dit que la porte d'entrée du magasin de yaourt était verrouillée, que la clé était à l'intérieur et que les meurtriers étaient entrés par la porte arrière qui n'était pas verrouillée. Tout était exact. Il a entendu une fille dire à Maurice que l'argent avait été déposé. Mais comment savait-il que le magasin avait un coffre à dépôt? Il a rapporté avoir entendu une gifle liée à la blessure à la lèvre d'Amy Ayer. Il savait que des pistolets calibre 22 et 380 avaient servi, et que 5 coups avaient été tirés. Il a surtout mentionné que les filles avaient été empilées les unes sur les autres lors de son entretien. Mais voici une partie étrange. Michael a aussi déclaré que les filles avaient été incendiées, avec des serviettes en papier et des gobelets en polystyrène jetés sur elles. Les enquêteurs en incendie criminel ont indiqué que le feu avait débuté sur les étagères. Après la déclaration de Michael, les détectives ont chargé un nouvel enquêteur de revoir les preuves. Il a été déterminé que le feu avait été allumé sur les filles, ce qui semblait confirmer l'histoire de Michael. Pour certains, dont le sergent Jones, cela semblait être un travail de police douteux. Le récit était façonné pour correspondre aux détails, malgré certaines incohérences, et ce que la défense disait à propos des tactiques de persuasion. Le jury jugeait les aveux de Michael convaincants. Les 3 hommes ont été condamnés pour meurtre avec préméditation. Robert a été condamné à mort et Michael a été condamné à la réclusion à perpétuité. La peine de Robert a été commuée en perpétuité, mais il a passé des années dans le couloir de la mort. Maurice a passé 3 ans en prison, mais les charges contre lui ont été abandonnées en 2003 faute de preuves. Ses amis disent qu'il ne s'en est jamais remis, développant une grande méfiance envers la police et un probable trouble de stress post-traumatique. Forrest était libre, mais avait perdu son entreprise à cause des événements. Il était ruiné, et bientôt tout allait s'effondrer. Il a été allégué que les procureurs avaient utilisé une tactique risquée pour rendre chaque aveu plus crédible. Ils ont utilisé des extraits de la déclaration d'un homme au procès de l'autre. La stratégie a permis d'obtenir des condamnations, chaque aveu confirmant l'autre, mais ce n'était pas loyal. Cela violait le droit du 6e amendement de confronter son accusateur, puisque Michael n'a pas témoigné au procès de Robert, et vice-versa. Aucun des deux ne pouvait être contre-interrogé au sujet des déclarations utilisées contre eux. Les affaires ont été classées. Il ne s'agissait pas d'exonération. Ils ont seulement été libérés sous caution. Les hommes, déjà emprisonnés depuis des années, allaient être rejugés. Pour conclure l'affaire, les procureurs ont estimé avoir besoin de preuves solides. De nouveaux tests acides désoxyribonucléiques impossibles auparavant ont été réalisés sur le corps d'Amy Ayers. Certains parents étaient furieux. Ils étaient convaincus que ces hommes avaient pris la vie de leurs enfants. Les détectives leur ont assuré qu'ils les remettraient en prison très bientôt. La femme de Michael était certaine que son mari était innocent, disait-elle. Les autorités étaient embarrassées. Ils ont un navire qui coule, disait-elle, et cherchent comment le sauver. Les détectives avaient-ils une vision trop étroite alors qu'ils auraient dû suivre d'autres pistes? Des milliers de personnes avaient été interrogées. Il y avait eu de fausses confessions, mais aussi quelques témoignages de témoins convaincants. D'autres individus suspects ont été vus autour du magasin de yaourt cette nuit-là, dont 2 hommes à une table jamais identifiée. Un couple marié a affirmé que des hommes ne cessaient d'admirer leurs reflets dans la vitrine. Ils ont aussi dit que les hommes étaient encore là quand les filles ont fermé le magasin. Et puis il y a eu la déclaration de Darrell Croft, le propriétaire de la société de sécurité, qui a dit qu'il avait visité le magasin vers 22h. Ces déclarations à la police sont sans doute les plus intéressantes. Il a dit qu'un jeune homme, en veste militaire, s'est approché de lui alors qu'il faisait la queue pour son yaourt. Il informait les autres clients qu'il pouvait y passer avant lui. Il n'était pas pressé. Lorsque l'homme a d'abord parlé à Croft, il lui a demandé s'il était policier au comptoir. Il a seulement commandé un soda. Après avoir payé, il est allé à l'arrière. Plus tard, Croft a demandé à Elisa Thomas pourquoi elle l'avait laissé passer derrière le comptoir. Elle a répondu. L'homme voulait juste utiliser les toilettes. Quelque chose n'allait pas, a dit Croft. Son 6e sens de policier s'est déclenché. Alors il est resté dans les parages pour s'assurer que les filles étaient en sécurité. Mais le type n'est jamais revenu. Croft a témoigné au procès. Quelque chose ne semblait pas normal. Vous voyez? Il a décrit l'homme, blanc, environ 1m80, corpulence moyenne, cheveux foncés, nez pointu, voix grave, sans barbe. Âgé d'une 20aine d'années, Croft a assisté à des séances d'identification de suspects, mais n'a pu reconnaître personne, y compris les 4 garçons. L'homme n'a jamais paru.
Certains ont émis l'hypothèse que les filles, qui étaient déterminées et pleines de caractère, n'auraient pas eu peur des garçons. Elles se seraient au moins défendues. L'histoire aurait sans doute été différente si le meurtrier avait été un adulte sadique, et non 4 adolescents maigres fumeurs de joints. Les tests acides désoxyribonucléiques ont révélé qu'aucun des 4 suspects ne correspondait à l'échantillon d'émis. La procureure du comté de Travis, Rosemary Lemberg, a dit à la presse qu'elle n'avait pas souhaité prendre cette décision, mais qu'elle avait dû classer l'affaire. Les accusés en tête étaient coupables selon elle, mais avec les nouvelles preuves acides désoxyribonucléiques, ils ne pouvaient pas retourner en prison. Pourtant, au lieu d'admettre leur innocence, elle a dit qu'elle croyait que l'acide désoxyribonucléique retrouvé devait appartenir à un 5e homme, soit cela, a-t-elle dit, soit l'acide désoxyribonucléique provenait d'une contamination. Peut-être quelqu'un dans le laboratoire. Mais les employés du laboratoire et les responsables de la sécurité publique ont été testés, et aucun ne correspondait. En 2010, les détectives avaient un suspect de moins. Maurice, habitué à vivre dangereusement, a poignardé un policier après un contrôle routier suivi d'une course-poursuite à pied. L'agent a pris le dessus sur lui et l'a abattu. Le fait qu'il ait utilisé un couteau n'a pas vraiment arrangé sa réputation déjà ternie. Mais il a été révélé plus tard qu'il souffrait probablement de stress post-traumatique après ce qui lui était arrivé. Lors des interrogatoires, les familles des victimes étaient les partagées. Certains affirmaient que Maurice avait eu ce qu'il méritait, alors que le père d'Amy espérait le voir en prison. La majorité de la famille pensait toujours que les hommes étaient les coupables. En 2018, la police avait un nouvel élément. Une nouvelle technologie d'acide désoxyribonucléique, connue sous le nom de YSTAR, avait été développée. Avec cette technique, un échantillon beaucoup plus petit peut donner des résultats plus clairs. Les détectives disposaient d'un échantillon d'acide désoxyribonucléique d'une victime, mais aucune correspondance n'a été trouvée dans la base de données. En 2022, le détective Daniel Jackson a repris l'affaire. Il a consulté des experts en généalogie acide désoxyribonucléique et prévu de refaire des tests sur la boucle de ceinture d'Amy, une cuillère à glace, des ongles et des vêtements. Ils n'ont obtenu aucune piste, mais ils se rapprochaient. Jackson, qui avait examiné les déclarations des 4 hommes et relevé de nombreuses incohérences, n'avait pas l'esprit borné de certains enquêteurs avant lui. Il s'est concentré sur la douille, de calibre 380, trouvée sur la grille d'évacuation, et l'a soumise au National Integrated Ballistic Information Network, ou National Integrated Ballistic Information Network, une base de données qui relie les scènes de crime et les armes à feu. Et il a obtenu un résultat. Un meurtre en 1998 dans le Kentucky, avec le même mode opératoire et la même arme que pour les filles. Jackson s'est alors concentré sur le test YSTAR, cette fois en le soumettant à la base de données de la Caroline du Sud. Les mots à l'écran étaient « un profil correspondait ». Son nom était Robert Eugene Brasher, 67 ans. Mais il y avait un problème. Brasher était mort, mais sa famille a fourni leur acide désoxyribonucléique. En 1985, Brasher a été condamné pour homicide au second degré et coups et blessures aggravés, écopant de 12 ans de prison. De nouveaux tests ont confirmé sans doute que son profil génétique correspondait à un crime grave contre un enfant en 1997. Il correspondait aussi à un double meurtre de 1998, où il avait ligoté et exécuté une mère et son enfant de 12 ans. Peu après, il est entré dans une autre maison à Dyersburg, Tennessee, pour tenter la même chose. Cependant, la femme de 25 ans à l'intérieur a survécu. Les enquêteurs savent que Brashers avait déjà simulé sa mort et publié une fausse nécrologie. Il a utilisé de nombreux pseudonymes au fil des ans et a voyagé à travers les États-Unis, restant principalement dans les États du Sud. Sa fille a dit au détective qu'il disparaissait des semaines entières, moins de 48 heures après le massacre des filles dans le magasin de yaourt. Brashers a été arrêté par la patrouille frontalière à un poste de contrôle entre El Paso et Las Cruces, à environ 930 km d'Austin. La voiture qu'il conduisait avait été signalée volée en Géorgie, mais c'est ce que la police y a trouvé qui est intéressant. Un pistolet calibre 380, identique à celui utilisé dans la boutique de yaourts. Brasher a été inculpé de vol de voiture et possession d'armes à feu en tant que criminel. L'arme a fini chez son père, et peut-être plus tard est retournée à Brasher. Après toutes ces années, en 2025, son profil YSTAR a été retrouvé sur 3 des filles, dont Elisa. La probabilité que l'acide désoxyribonucléique des filles corresponde au sien était de 25 millions contre 1. Et la façon dont elles ont été tuées correspondait au mode opératoire de Brash. Il n'y avait aucun doute que c'était lui. Le problème, c'est qu'il s'était déjà tiré dessus avec un 380 lors d'une confrontation avec la police en 1999. D'accord, mais qu'en est-il des aveux des garçons et les détails qu'il connaissait, que seul le tueur aurait pu savoir? Lors de sa première confession, Maurice fut interrogé toute la nuit par l'inspecteur Polenko, réputé pour toujours arrêter son homme.
Menacé, on lui avait montré des photos des filles mortes. Effrayé, Maurice a fait une déposition contredisant de nombreuses preuves matérielles. Cela n'explique pas comment 2 hommes adultes, Robert et Michael, auraient pu avouer. Les détectives avaient à briser ces hommes, les interrogeant des heures, leur mentant sur les preuves et imposant un récit. Michael expliquera plus tard que le processus fut long et éprouvant, avec des aspects psychologiques qu'il ne comprend toujours pas. Il a ajouté « J'ai pensé pendant un moment que j'avais quelque chose à voir avec ce crime. » Il lui avait lavé le cerveau en utilisant des techniques standards, mais ils sont aussi allés plus loin, dira plus tard l'un des collègues de Polenko. Je l'ai vu obtenir des aveux de personnes innocentes. L'enquêteur a reconnu qu'un bon interrogateur peut obtenir de faux aveux de presque toute personne. Il a expliqué que même les plus intelligents et forts peuvent céder à l'usure. Un adolescent acide à faible quotient intellectuel et 2 adultes manipulés et torturés mentalement sont des cibles faciles pour un interrogateur expérimenté. Les flics voulaient défendre leur version, alors ils ont forcé cette pièce ronde dans le trou carré. Beaucoup de faits accablèrent les garçons, mais aucun concret, ce qui devrait pourtant compter dans le système judiciaire. Pourtant, certains d'entre eux ont consacré toute leur vie à résoudre l'affaire, et certains n'ont jamais été à l'aise avec les aveux. Enfin, les parents des victimes, qui avaient souffert toutes ces années de ne pas savoir, ont cru les hommes. Les hommes dont la vie a été ruinée sans raison ont demandé 80 000 € par an pour chaque année en prison. Leurs avocats restent confiants que l'État paiera. Ce qui effraie, c'est de penser à tous ceux qui purgent une peine après avoir avoué un acte qu'ils n'ont pas commis. Les meurtres du magasin de yaourt ont longtemps frustré les enquêteurs, puis l'enquête est devenue une course contre la montre. Découvrez comment Ted Bundy, l'un des tueurs les plus tristement célèbres d'Amérique, a été arrêté. Ou cliquez sur cette vidéo.